Pour mon anniversaire, papa s'est levé pour porter un toast. Il a parlé pendant 6 minutes de la promotion de mon frère, de sa nouvelle maison, de sa famille parfaite. Tout le monde a levé son verre. Puis il m'a regardé et a dit « Et joyeux anniversaire, mon grand ». J'ai souri, je me suis levé et j'ai posé une seule question à la femme de mon frère. Elle a quitté la table en larmes. Je m'appelle Romain. J'ai 34 ans, et je veux vous parler de la fête d'anniversaire qui a fait exploser toute ma famille. Pas dans le genre feu d'artifice et gâteau. Plutôt comme une grenade roulant sous la table à manger et que personne n'a vu venir sauf moi, car c'est moi qui en ai dégoupillé l'anneau. Mais laissez-moi revenir en arrière, car si je passe directement à la meilleure partie, vous ne comprendrez pas pourquoi c'était si important. Et croyez-moi, le contexte est primordial. J'ai grandi dans une petite ville en périphérie de Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes. Un endroit plutôt agréable. Le genre de ville où les gens se font signe depuis leur terrasse et où tout le monde sait quel gamin a été arrêté et pourquoi. Mon père, Bernard, était directeur régional des ventes pour une entreprise de matériaux de construction. Ma mère, Sylvie, a été bibliothécaire scolaire pendant 26 ans avant de décéder d'un cancer du pancréas quand j'avais 22 ans. Ce détail a son importance, et j'y reviendrai. J'ai un frère. Il s'appelle Mathieu. Mathieu a 3 ans de plus que moi. Et si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui est né sur la 3e base et qui a passé toute sa vie à dire à tout le monde qu'il a frappé un triple, c'est Mathieu. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas une personne horrible. C'est juste le genre de type qui n'a jamais envisagé une seule fois dans sa vie que les choses puissent ne pas tourner autour de lui. Et mon père s'en est assuré. Voyez-vous, en grandissant, Mathieu était l'enfant prodige. Il jouait au rugby au lycée. Il a obtenu une bourse pour une école de commerce à Lyon. Il a obtenu un diplôme en commerce et a décroché directement un poste de cadre stagiaire dans une entreprise de logistique dirigée par l'un des partenaires de golf de papa. Tout ce que Mathieu touchait se transformait en opportunité. Et mon père traitait chacune de ces opportunités comme si Mathieu avait inventé le feu. Moi, j'étais le discret. J'aimais construire des choses. Je passais mes week-ends dans le garage à démonter de vieilles radios et à les remonter. J'avais des notes correctes, rien d'extraordinaire, et je suis allé à l'IUT parce que c'est ce que nous pouvions nous permettre après avoir payé les frais de scolarité de Mathieu. Papa n'a même pas scié quand il m'a dit qu'il n'y avait pas assez d'économies pour nous deux. Il a juste dit, tu te débrouilleras, mon grand. Ce mot, mon grand. Il m'a appelé comme ça toute sa vie. Et pendant très longtemps, j'ai cru que c'était un terme affectueux. Il m'a fallu environ 30 ans pour réaliser que c'était ainsi qu'il m'appelait parce que la moitié du temps, je pense qu'il oubliait que j'avais un prénom. Après l'IUT, j'ai trouvé un emploi dans un atelier d'électricité locale et j'ai commencé à gravir les échelons. J'ai obtenu mes certifications, puis ma licence, et j'ai commencé à prendre des petits boulots à mon compte. À 28 ans, j'avais ma propre petite entreprise d'installations électriques. Rien d'énorme, juste moi, une utilitaire, et la réputation d'arriver à l'heure et de ne pas arnaquer les gens. J'en étais fier. La réponse de papa quand je le lui ai dit, c'est super, mon grand. Et, tu as entendu que Mathieu vient d'être promu directeur de district? C'était toujours le même schéma. À chaque étape importante que je franchissais, papa en prenait note pendant environ 4 secondes, puis passait à ce que faisait Mathieu. Mathieu a acheté une maison. Papa en a parlé pendant 3 repas de famille pendant les fêtes de fin d'année d'affilée. J'ai décroché un contrat avec une chaîne d'hôtels pour refaire l'installation électrique de 2 de leurs établissements. Papa a dit, tant mieux pour toi. Puis il m'a demandé si j'avais entendu dire que la femme de Mathieu, Caroline, attendait leur 2e enfant. Caroline, laissez-moi vous parler de Caroline. Elle est entrée dans le décor il y a environ 5 ans quand Mathieu l'a amenée à un barbecue du 14 juillet. Elle était jolie, apprêtée, souriait toujours au bon moment, et dans les 15 minutes qui ont suivi notre rencontre, j'ai eu le pressentiment que quelque chose clochait. Vous connaissez cette sensation quand quelqu'un est si parfaitement gentil que ça ressemble presque à une performance? C'était Caroline. Elle riait à toutes les blagues de papa, complimentait ses grillades, même si cet homme n'a jamais de sa vie réussi à ne pas trop cuire un steak, et elle mettait un point d'honneur à dire à tout le monde à quel point elle se sentait bénie de rejoindre la famille. Ils se sont mariés au printemps suivant. Un grand mariage. Papa a payé la majeure partie, ce que je n'ai découvert que plus tard. Pendant ce temps, je sortais avec une femme nommée Marion depuis environ 2 ans à ce moment-là.
Marion est infirmière en pratique avancée originaire de la banlieue de Bordeaux. Intelligente, drôle, et le genre de personne capable d'analyser l'ambiance d'une pièce mieux que quiconque que j'ai jamais rencontré. Elle a cerné la dynamique familiale presque immédiatement. Après un dîner chez papa, elle m'a regardé dans l'utilitaire et m'a dit « Romain, ton père a parlé de Mathieu pendant 45 minutes et ne t'a posé absolument aucune question. » Je lui ai dit qu'elle exagérait. Elle a commencé à tenir les comptes après ça. Elle n'exagérait pas. Mais voilà le truc. Je n'étais pas amer. Pas vraiment. J'avais fait la paix avec ça, ou du moins je le croyais. Je me disais que c'était juste comme ça que fonctionnaient certaines familles. Certains parents s'entendent mieux avec un enfant qu'avec l'autre. Et soit vous passez toute votre vie à être en colère à cause de ça, soit vous construisez votre propre vie et vous passez à autre chose. J'ai choisi d'avancer. J'ai bâti mon entreprise. J'ai demandé Marion en mariage. Nous avons acheté une petite maison avec un grand jardin et un chien nommé Moka, qui est objectivement le meilleur chien de toute la région lyonnaise. La vie était belle. Je n'avais plus besoin de l'approbation de papa. Ou du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. Puis est arrivé mon 34e anniversaire. Papa a insisté pour organiser le dîner chez lui. Il a dit qu'il voulait faire quelque chose de spécial, ce qui aurait dû être mon premier indice que les choses allaient déraper, car la version de papa de « quelque chose de spécial » pour moi signifiait généralement qu'il achetait une marque de vin un peu meilleure que d'habitude. Mais j'ai dit « d'accord ». Parce que Marion m'a encouragé à continuer de faire acte de présence. Elle disait toujours que même si papa ne voyait pas ce qu'il faisait, m'éloigner complètement ne ferait que me blesser davantage. Alors, nous y sommes allés. C'était un petit rassemblement. Papa, Mathieu, Caroline, leurs 2 enfants, Marion, moi, et la petite amie de papa, Françoise, qu'il fréquentait depuis environ 1 an. Françoise était très bien, agréable, le genre de femme qui apporte un plat en cocotte à chaque occasion et appelle tout le monde « chérie ». Rien à redire sur elle. Le dîner était plutôt sympa. Françoise a préparé un rôti braisé qui était en fait vraiment bon. La table était dressée avec les belles assiettes, celles que maman sortait pour les fêtes. Ce détail m'a un peu touché en les revoyant. Marion l'a remarqué et m'a serré la main sous la table. Comme je l'ai dit, elle sait lire les gens. Les enfants couraient partout en faisant du bruit, ce qui ne m'a pas dérangé car honnêtement, cela donnait un peu d'énergie à la soirée. Mathieu tenait le crachoir à son bout de la table, racontant une histoire sur une conférence à laquelle il avait assisté à Paris, où il avait apparemment tellement impressionné un vice-président que le type lui avait offert un bureau de direction sur le champ. Que ce soit vrai ou non, papa buvait ses paroles. Il n'arrêtait pas de hocher la tête et de dire « c'est mon garçon », une phrase que j'ai entendue adressée à Mathieu environ 900 fois et adressée à moi, exactement jamais. Nous avons mangé, nous avons discuté, et au bout d'environ 1 heure, Françoise a apporté un gâteau. C'était au chocolat avec un glaçage à la vanille, ce qui est en fait mon préféré, donc je lui accorde ça. Tout le monde a chanté. Les enfants ont soufflé les bougies avant que je ne puisse le faire, ce que Mathieu a trouvé hilarant, et que j'ai trouvé très bien, car honnêtement, j'ai arrêté de faire des vœux d'anniversaire il y a longtemps. Que allais-je souhaiter? Un père qui se souvienne de mon existence. Même un génie ne pourrait pas arranger ça. Puis papa s'est levé avec son verre de vin et a dit qu'il voulait porter un toast. Je me souviens avoir ressenti une petite étincelle. Ce petit battement chaud, stupide et plein d'espoir dans ma poitrine. Comme si, peut-être, c'était le bon moment. Peut-être que cette année, papa allait vraiment me regarder et dire quelque chose de sincère. Quelque chose qui ne serait pas « mon grand » ou « tant mieux pour toi » ou une transition vers ce que Mathieu avait accompli cette semaine-là. C'était mon anniversaire, après tout. Mon dîner, ma soirée. Les bougies sur le gâteau portaient mon nom. Enfin, pas littéralement. C'était de simples bougies, mais vous voyez ce que je veux dire. Papa s'est raclé la gorge, a souri à la tablée, a levé son verre et a commencé à parler de Mathieu. Papa a parlé pendant 6 minutes. Je le sais parce que Marion a chronométré. Elle me l'a dit après, et honnêtement, je n'étais pas surpris, car cela m'a paru durer 1 heure. Il a parlé de la promotion de Mathieu au poste de vice-président principal dans l'entreprise de logistique. Il a parlé de la nouvelle maison de Mathieu en banlieue, celle avec les 4 chambres, le sous-sol aménagé et le jardin parfait pour les petits-enfants. Il a dit à quel point il était fier de l'homme que Mathieu était devenu.
qu'il avait toujours su que Mathieu était destiné à de grandes choses. Que regarder Mathieu construire sa vie était la plus grande joie de sa vie de père. Laissez ça infuser une seconde. Il a dit ça à mon dîner d'anniversaire, à la table avec le gâteau qui portait mon nom. Il a continué sur Caroline, sur la mère merveilleuse qu'elle était, sur la façon dont les enfants s'épanouissaient, sur le fait que Mathieu et Caroline venaient de réserver des vacances sur la côte atlantique pour toute la famille. Il a même mentionné que Mathieu avait regardé pour acheter un bateau. Des bateaux. Mon père portait un toast sur l'achat d'un bateau lors de mon dîner d'anniversaire. Tout le monde à table souriait et hochait la tête. Françoise rayonnait. Mathieu faisait ce truc un où il agite la main genre « Oh, arrête ». Mais on voyait bien qu'il savourait chaque seconde. Caroline avait la main sur le bras de Mathieu, le regardant comme s'il revenait de sauver des orphelins dans une zone de guerre. Et puis, après 6 bonnes minutes du show de Mathieu, papa a posé les yeux sur moi. Il a un peu cligné des yeux, comme s'il se rappelait où il était, et il a dit « Et joyeux anniversaire, mon grand ». Puis il a levé son verre. Tout le monde a levé son verre. Quelqu'un a dit « Santé ». Et c'était tout. 6 minutes pour Mathieu. 4 mots pour moi, à mon propre dîner d'anniversaire. Je suis resté assis là une seconde, mon verre en l'air. Et je jure que j'ai senti quelque chose basculer en moi. Ce n'était pas de la rage. Pas exactement. C'était plutôt comme une serrure qui se déverrouille, comme une porte que je maintenais fermée depuis 34 ans et qui s'ouvrait tranquillement. Et derrière, il y avait chaque fois où j'avais été mis de côté, ignoré, minimisé et rejeté. Chaque « tant mieux pour toi, mon grand », qui était immédiatement suivi d'un pivot vers Mathieu. Chaque Noël où les cadeaux de Mathieu étaient réfléchis et les miens de simples cartes cadeaux. Chaque appel téléphonique de papa qui n'était en fait qu'une excuse pour relayer ce que Mathieu avait fait. Chaque fois que je m'étais assis à cette table en prétendant que ça ne faisait pas mal. Marion me regardait. Je pouvais sentir son regard sur le côté de mon visage. Elle n'a rien dit, mais sa main a retrouvé la mienne sous la table, elle l'a serrée, et j'ai su qu'elle avait vu toute la scène exactement pour ce qu'elle était. J'ai souri. J'ai levé mon verre. J'ai pris une gorgée. Et puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je me suis levé. Merci, papa, ai-je dit. C'était vraiment quelque chose. 6 minutes sur la promotion et la nouvelle maison de Mathieu. C'est super. Vraiment, je suis fier de lui, moi aussi. J'ai regardé Mathieu, et il avait cette expression confuse, comme un chien qui vient d'entendre un bruit bizarre. Mais puisqu'on partage tous de bonnes nouvelles à mon dîner d'anniversaire, j'en ai une à moi. La table est devenue silencieuse. Papa fronçait légèrement les sourcils, comme s'il n'arrivait pas à deviner où cela allait mener. Françoise souriait nerveusement. Caroline m'observait avec ses yeux perçants et, pour la première fois, son masque silice a légèrement glissé. Quelque chose a traversé son visage, quelque chose comme de l'inquiétude. Je me suis tourné vers Caroline. En fait, Caroline, avant de partager ma nouvelle, j'ai une question pour toi, et je veux que tu saches que je la pose parce que je pense sincèrement que Mathieu mérite d'entendre la réponse. Mathieu s'est redressé. Romain, qu'est-ce que tu fais? Juste une question, ai-je dit. J'ai gardé une voix calme, presque sur le ton de la conversation. Caroline, est-ce que Mathieu est au courant pour l'appartement à Écully? Le silence qui a suivi était si lourd qu'on aurait pu le couper avec un couteau à viande. Le visage de Caroline est devenu livide. Pas progressivement, mais instantanément, comme si quelqu'un avait retiré un bouchon et que toutes les couleurs s'étaient vidées. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle dit, mais sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et tout le monde à cette table l'a entendu. Bien sûr que si, ai-je répondu. Le 2 pièces que tu loues depuis mars. Celui où tu vas les mardis et jeudis quand tu dis à Mathieu que tu as ton cours de yoga. J'ai fait une pause. Celui où tu retrouves ton collègue Marc. La tête de Mathieu s'est tournée vers Caroline si vite que j'ai cru qu'il allait se froisser un muscle. De quoi il parle? Caroline a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Elle ressemblait à un poisson qu'on venait de sortir de l'eau. Il ment, a-t-elle réussi à dire. Romain, pourquoi ferais-tu ça? C'est ton anniversaire. Pourquoi inventerais-tu une chose pareille? Je n'invente rien, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur la table. Écran vers le haut. Dessus,
il y avait la capture d'écran d'un contrat de bail. Le nom de Caroline. L'adresse à Écully. Une date d'emménagement au 1er mars. Ton nom est sur le bail, Caroline. Je n'ai pas inventé ça. Caroline a fixé le téléphone. Puis elle a regardé Mathieu. Ensuite, elle a repoussé sa chaise, attrapé son sac à main, et est sortie de la salle à manger. Nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. L'un des enfants a demandé « Où va maman ?» et Françoise a rapidement attrapé les deux petits pour les emmener dans le salon regarder des dessins animés. Que Dieu bénisse cette femme et ses instincts de gestion de crise à base de plats mijotés. Mathieu était assis parfaitement immobile, fixant l'endroit où Caroline se trouvait. Sa mâchoire était crispée. Ses mains étaient à plat sur la table. Il ne me regardait pas, papa a brisé le silence. Romain, qu'est-ce que tu viens de faire? Je l'ai regardé. J'ai dit la vérité à ton dîner d'anniversaire. Tu n'aurais pas pu régler ça en privé? Et voilà, le résumé cristallisé et parfait de tout ce qui n'allait pas dans ma famille. La première réaction de mon père n'a pas été de l'inquiétude pour Mathieu. Ce n'était pas le choc à propos de Caroline. C'était de la colère contre moi pour avoir gâché la soirée, pour avoir fait une scène. Pour ne pas avoir absorbé silencieusement une autre indignité et garder la paix comme je le faisais toujours. Tu as raison, papa, ai-je dit. J'aurais probablement pu, mais tu sais quoi? J'ai géré les choses en privé toute ma vie. Je suis assis à cette table depuis 34 ans en étant discret, poli et invisible. Et ce soir, j'ai décidé que j'en avais fini. Marion s'est levée à côté de moi. Elle n'a pas dit un mot. Elle a juste posé sa main sur mon dos et m'a regardé comme si elle était fière. Cela comptait plus pour moi que tout ce que papa avait jamais dit ou omis de dire. Mathieu a fini par me regarder. Ses yeux étaient rouges. Depuis combien de temps es-tu au courant? Environ 6 semaines, ai-je répondu. Je l'ai découvert par hasard. Je faisais des travaux électriques dans cette résidence et j'ai vu sa voiture sur le parking. Puis je l'ai vu sortir avec un type qui n'était pas toi. 6 semaines, a répété Mathieu, presque dans un murmure. Et tu as attendu jusqu'à maintenant. Ouais, ai-je dit, c'est ce que j'ai fait. C'est à ce moment-là que toute l'atmosphère a basculé. Et je sais ce que vous pensez. Vous pensez que j'ai été cruel. Que j'aurais dû le dire à Mathieu en privé, d'homme à homme, et ne pas lâcher cette bombe devant toute la famille. Et vous avez peut-être raison. C'était peut-être la chose noble à faire. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Je n'ai pas planifié ça par esprit de vengeance. Je l'ai planifié parce que pendant 34 ans, la seule fois où ma famille a fait attention à moi, c'était quand j'étais utile ou pratique. Et je savais avec une certitude absolue que si je le disais à Mathieu en privé, deux choses se produiraient, Caroline nierait tout, et papa trouverait un moyen de dire que c'était de ma faute. J'avais besoin de témoins. J'avais besoin que la vérité soit sur la table, là où personne ne pourrait l'étouffer. Était-ce mon moment de plus grande fierté? Je ne sais pas. Mais était-ce honnête? Oui, c'était la chose la plus honnête que j'ai jamais faite envers ma famille de toute ma vie, et ça allait tout me coûter. Les retombées ont été immédiates et brutales. Mathieu ne m'a plus adressé la parole, pas un seul mot. Il a quitté la maison de papa environ 10 minutes après Caroline, et pendant les 3 semaines qui ont suivi, chaque appel que je passais tombait directement sur la messagerie. Je lui ai envoyé 2 textos. La première fois, j'ai dit que j'étais désolé de la façon dont c'était sorti, mais pas désolé qu'il connaisse la vérité. Il n'a pas répondu. La deuxième fois, j'ai juste dit, je suis là quand tu seras prêt. Rien. Papa, en revanche, avait beaucoup de choses à dire. Il m'a appelé le lendemain matin à 7h15, ce que je sais parce que j'étais dans ma cuisine en train de me verser un café et que le téléphone m'a presque fait tout renverser sur Moka, qui dormait sur mon pied comme le chien de salon de 25 kilos qu'il pense être. Tu as humilié ton frère, a dit papa. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu. Directement le verdict. Sa femme avait une relation inappropriée, ai-je répondu. Il méritait de le savoir. Et il fallait que tu le fasses comme ça, devant tout le monde, le jour de ton anniversaire? Quel genre de personne fait ça? J'ai pris une grande inspiration. Le genre de personne qui a été invisible à chaque réunion de famille pendant la dernière décennie et qui avait enfin quelque chose d'important à dire. Il est resté silencieux une seconde,
et j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, ça avait fait mouche. Mais ensuite il a dit, tu as toujours été jaloux de Mathieu. C'était juste pour attirer l'attention. J'ai raccroché. Pour la première fois de ma vie, je raccrochais au nez de mon père. Ma main tremblait quand j'ai posé le téléphone, et Marion est entrée dans la cuisine pour m'enlacer par derrière et me serrer fort. Elle ne m'a pas demandé ce qu'il avait dit. Elle le savait déjà. Les semaines qui ont suivi ont été dures. J'ai perdu ma famille, ou ce qu'il en restait. Papa a cessé d'appeler. Mathieu était un fantôme. Même Françoise, que j'aimais bien en réalité, a fait silence radio. J'ai appris par un cousin que le récit familial s'était figé assez rapidement. Romain était le méchant. Romain avait gâché le dîner. Romain avait gardé cette information pendant des semaines comme une sorte de serpent attendant de frapper. Personne ne parlait de la situation grave avec Caroline. Personne ne se demandait pourquoi elle avait loué un appartement pour cette relation inappropriée. L'histoire tournait autour de moi et de la façon dont j'avais annoncé la nouvelle, pas de la nouvelle en elle-même. Ça faisait mal. Je ne vais pas prétendre le contraire. J'avais passé toute ma vie à être ignoré. Et la seule fois où la famille s'est vraiment concentrée sur moi, c'était pour faire de moi le méchant. Il y a là une ironie que je n'ai pas trouvée particulièrement amusante sur le moment. Je me suis plongé dans le travail. C'est toujours mon mécanisme de défense. Quand les choses deviennent difficiles, je prends une clé anglaise ou une pince à dénuder et je répare quelque chose. Il y a quelque chose de thérapeutique dans l'électricité, honnêtement. Tout a une logique. Si quelque chose ne fonctionne pas, vous suivez le circuit, vous trouvez la panne et vous la réparez. C'est propre. C'est logique. Les gens ne sont pas logiques. Le câblage, oui. Mon entreprise connaissait une croissance régulière depuis quelques années, mais vers cette époque, j'ai décroché un contrat qui a tout changé. Un promoteur nommé Eric, qui construisait un complexe à usage mixte dans l'ouest de la métropole lyonnaise, avait besoin d'un entrepreneur en électricité pour l'ensemble du projet, commercial et résidentiel, 6 bâtiments, conception et installation complète. C'était le plus gros contrat qu'on m'ait jamais proposé, multiplié par 10. Je me souviens être assis dans le bureau d'Eric à regarder les plans et à me dire, c'est trop gros pour moi. Mais Marion, qui m'avait écouté parler du projet toute la semaine, a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, Romain, tu as été trop petit toute ta vie parce que tout le monde autour de toi te disait de prendre moins de place. Il est temps d'en prendre plus. Alors, j'ai fait une offre pour le projet. J'ai rédigé une proposition. J'ai proposé un prix compétitif et je suis entré dans cette réunion avec la confiance d'un homme qui n'avait absolument plus rien à perdre. Et je l'ai obtenu. Eric m'a dit plus tard que ce qui l'avait convaincu, ce n'était pas mes tarifs ni même mon expérience. C'était que j'étais le seul entrepreneur qui avait vraiment écouté ce qu'il voulait, au lieu de lui dire ce qu'il devrait vouloir. Imaginez ça. Écoutez les gens. Un concept révolutionnaire que ma propre famille n'a apparemment jamais maîtrisé. J'ai embauché 3 gars pour m'aider. Puis j'en ai embauché 2 autres. Ensuite, j'ai engagé un chef de projet nommé David, qui dirigeait des équipes d'électriciens commerciaux depuis 15 ans et qui voulait changer de rythme. David était le genre de type capable de regarder un bâtiment et de vous dire exactement où chaque conduit devait passer avant même que quelqu'un ait sorti un mètre ruban. Il était aussi le genre de personne à dire ce qu'il pensait et à penser ce qu'il disait, une qualité que je commençais à apprécier énormément chez les gens qui m'entouraient. Le projet a duré environ 8 mois, et pendant cette période, ma vie a changé d'une manière que je n'avais pas prévue. Le travail était dur, mais il était bon. Je gérais une équipe, je prenais des décisions, je résolvais des problèmes qui comptaient vraiment. Mon entreprise est passée d'une opération individuelle avec une utilitaire à une véritable société avec des employés, un petit espace de bureau et une comptable nommée Isabelle, qui n'arrêtait pas de me dire que je devais mettre en place un plan de retraite. C'était surréaliste, car 6 mois plus tôt, je faisais toute ma comptabilité sur un tableur qui aurait fait pleurer n'importe quel comptable. Marion et moi nous sommes mariés pendant cette période. Une petite cérémonie, juste 20 personnes dans un domaine viticole du Beaujolais. Je n'ai pas invité papa ni Mathieu. Ce n'était pas une décision dramatique. Je ne voulais juste pas passer le jour de mon mariage à me demander si mon père allait porter un toast aux taux hypothécaires de mon frère. La famille de Marion était là, et ils étaient chaleureux, bruyants et merveilleux,
et son père a porté un toast qui nous était entièrement dédié et qui a duré exactement le temps qu'il fallait. J'ai pleuré. Marion dit que non, mais les photos racontent une autre histoire. J'ai aussi commencé à voir un thérapeute. Il s'appelait le docteur Lambert, et c'était un homme calme et posé d'une 50aine d'années qui avait le don de poser des questions qui vous faisaient réaliser que vous vous mentiez à vous-même depuis des années. Lors de notre 3e séance, il m'a demandé pourquoi j'avais choisi de révéler la situation grave avec Caroline lors du dîner d'anniversaire plutôt qu'en privé. Je lui ai donné la réponse que je m'étais répétée, sur le besoin de témoins et le fait que je ne faisais pas confiance à la famille pour gérer ça de manière juste. Il a hoché la tête, puis il a dit « Et quelle est la réponse que vous vous cachez à vous-même » J'ai médité là-dessus pendant un long moment, et j'ai fini par l'admettre, c'était parce que je voulais qu'il me voie, pour une fois dans ma vie. Je voulais être la personne dans la pièce que personne ne pourrait ignorer. Il ne m'a pas jugé pour ça. Il a juste dit que c'était une raison très humaine. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand on arrête d'avoir besoin qu'il nous voie, et qu'on commence à se voir soi-même. Ça a ouvert une brèche en moi. Pas de façon dramatique comme dans un film, mais plutôt comme une pensée qui fait son chemin. J'ai commencé à comprendre que la colère que je portais ne concernait pas vraiment le toast d'anniversaire ou même Caroline. Il s'agissait de 34 années à m'entendre dire de 1000 petites façons que j'étais inférieur. Et la seule personne capable de réparer ces dégâts, c'était moi. À la fin du projet de la métropole lyonnaise, j'avais changé. Mon entreprise avait des revenus que je n'aurais jamais imaginés. J'avais une femme que j'adorais, une équipe en qui j'avais confiance, et une estime de moi qui ne dépendait pas du fait que Bernard se souvienne de mon prénom pendant un toast. J'allais bien. Vraiment, sincèrement bien. Et c'est là, bien sûr, que le téléphone a sonné. C'était Mathieu. Et ce qu'il m'a raconté a fait passer le dîner d'anniversaire pour une petite dispute sur la garniture d'une pizza. La voix de Mathieu au téléphone ressemblait à celle de quelqu'un à qui on avait enlevé toute sa confiance et son arrogance pour les remplacer par des graviers et de l'épuisement. Je l'ai à peine reconnu. « Romain, a-t-il dit, j'ai besoin de te parler. » J'étais assis sur la terrasse arrière avec Moka, regardant le jardin de Marion éclore pour le printemps. Cela faisait presque 9 mois depuis le dîner d'anniversaire. 9 mois de silence. J'avais fait la paix avec ça. Ou du moins, je le croyais. Mais entendre la voix de Mathieu m'a quand même serré la poitrine. « Je t'écoute », ai-je répondu. « Caroline et moi, c'est fini. Nous sommes séparés depuis 4 mois. Le divorce sera prononcé le mois prochain. » Il a fait une pause. « Et c'est pire que ce que tu savais. » Il s'est avéré que l'appartement à Écully ne concernait pas seulement Marc de son bureau. Caroline avait accumulé des dettes cachées sur des cartes de crédit au nom de Mathieu depuis plus d'1 an. Elle avait ouvert 2 cartes dont il n'avait pas connaissance, y accumulant près de 37 000 € entre des achats, des voyages qu'elle avait fait passer pour des conférences professionnelles, et l'ameublement de cet appartement. Quand Mathieu a finalement commencé à creuser après le dîner d'anniversaire, il a trouvé les relevés cachés dans une boîte dans le garage derrière de vieux rideaux. La femme avait littéralement caché sa trahison financière derrière des décorations de fenêtres. Ça ne s'invente pas. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était papa. Quand Mathieu a confronté Caroline et qu'elle a déménagé, il s'est tourné vers papa pour trouver du soutien. Et papa, dans un geste qui me fait encore monter la tension quand j'y pense, a dit à Mathieu d'arranger les choses. Il lui a dit que tous les mariages traversent des périodes difficiles. Il lui a dit que Caroline était une femme bien qui avait fait une erreur et que Mathieu devrait penser aux enfants avant de tout remettre en question. Il a vraiment dit ça. Le même homme qui avait passé 6 minutes à porter un toast à la vie parfaite de Mathieu lui disait maintenant de pardonner à la femme qui avait trahi sa confiance. Et la raison, que Mathieu n'a comprise que plus tard, c'était que papa avait prêté environ 11 000 € à Caroline environ 6 mois avant que la situation ne soit révélée au grand jour. Elle avait dit à papa que c'était pour rénover la cuisine. Il n'y a jamais eu de rénovation de cuisine. Papa protégeait son propre investissement. Mathieu m'a raconté tout ça dans un long monologue épuisé, et à la fin, j'étais assis sur les marches de la terrasse, la tête entre les mains. J'aurais dû t'écouter, a dit Mathieu. Au dîner, j'aurais dû te remercier au lieu de te repousser. Tu étais la seule personne dans cette famille à m'avoir dit la vérité, et je t'ai puni pour ça. J'ai laissé planer le silence un instant. Ouais, ai-je dit. Tu l'as fait. Je suis désolé, Romain. 2 mots.
Il n'aurait pas dû compter autant. Mais entendre Mathieu s'excuser vraiment, sans détourner l'attention ni minimiser, m'a touché au plus profond de moi. C'était le même type qui s'était un jour disputé avec un arbitre pendant 20 minutes pour une décision lors d'un match de rugby amateur. L'humilité n'était pas sa nature première. Le fait qu'il en fasse preuve maintenant me disait à quel point il était brisé. « Je te pardonne », ai-je dit. « Mais Mathieu, on doit régler la situation avec papa. » « Comment ça ? » Je veux dire que papa a soutenu ce mensonge. Il savait que Caroline avait emprunté de l'argent. Il se doutait probablement que quelque chose clochait bien avant que je ne dise quoi que ce soit. Et au lieu de te soutenir, il t'a dit de mettre ça sous le tapis parce qu'il ne voulait pas passer pour un imbécile pour l'avoir financé. Ce n'est pas juste un mauvais conseil. C'est de la manipulation. Mathieu est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, « Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire ? » Bon, c'est là que je dois expliquer quelque chose. Je ne suis pas une personne vindicative. Je sais que le dîner d'anniversaire pourrait donner l'impression que j'aime lâcher des bombes de vérité lors des réunions de famille, mais ce n'est pas qui je suis. Ce que je suis, c'est quelqu'un qui valorise l'honnêteté et qui a passé toute sa vie à voir la malhonnêteté récompensée dans sa famille. Alors, quand Mathieu m'a demandé ce que nous devions faire, je n'ai pas pensé à la vengeance. J'ai pensé à la responsabilité. J'ai appelé un ami avocat de Marion, nommé Antoine. C'était un avocat spécialisé en droit de la famille, vif comme l'éclair, le genre de type qui porte ses lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou et qui, d'une manière ou d'une autre, arrive à paraître intimidant. J'ai expliqué la situation, les dettes cachées sur les cartes de crédit, le prêt de papa. Antoine a dit que Mathieu avait un dossier solide contre Caroline pour les dettes cachées et que cela aurait un impact significatif sur le partage des biens lors de la procédure de divorce. Il a également dit que si le prêt de papa était informel, il aurait du mal à le récupérer, mais qu'une lettre bien rédigée par un avocat pourrait au moins lui faire ressentir la pression de devoir rendre des comptes. Mathieu et moi avons passé les semaines suivantes à rassembler les éléments. Mathieu a sorti tous les relevés de cartes de crédit, la correspondance pour le prêt entre Caroline et papa, et le contrat de bail pour l'appartement à Écully. J'ai organisé tout ça sur une chronologie, car s'il y a une chose que la gestion d'une entreprise d'électricité vous apprend, c'est que la documentation gagne les arguments. Nous avons aussi discuté, vraiment discuté, pour la première fois de notre vie d'adulte. Mathieu m'a dit qu'il avait toujours su, à un certain niveau, que papa me traitait différemment. Il a dit qu'il ne l'avait jamais confronté parce que ça l'arrangeait, et il en avait honte. Je lui ai parlé de mes années à me sentir invisible, de la thérapie, du fait que j'avais failli décider de couper les ponts avec la famille avant son appel. Je ne t'en aurais pas tenu rigueur, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Marion a été incroyable pendant tout ce temps. Elle m'a aidé à organiser les documents, a relu la lettre rédigée par Antoine et m'a gardé les pieds sur terre quand mon ancienne colère refaisait surface. Elle s'est aussi assurée que je continuais ma thérapie, ce qui s'est avéré important, car le docteur Lambert m'a aidé à voir quelque chose que je n'avais pas envisagé. Il m'a demandé, quel résultat vous ferait réellement vous sentir entier ? Pas vengé. Entier. J'y ai réfléchi. Et la réponse n'était pas de voir Caroline confrontée en justice ou de faire ramper papa. La réponse, c'était d'entendre mon père admettre, juste une fois, qu'il avait échoué avec moi. Pas de grandes excuses, pas de confession larmoyante, juste ce simple aveu qu'il avait passé 34 ans à me faire sentir comme une réflexion après coup, et que ce n'était pas bien. C'est ce que je voulais. Et Mathieu, à son crédit, voulait m'aider à l'obtenir. Alors, on a échafaudé un plan. Mathieu inviterait papa à dîner sous prétexte de discuter du divorce et d'avoir besoin de conseils. Papa viendrait parce qu'il venait toujours quand Mathieu appelait. Et puis, ensemble, Mathieu et moi, on mettrait tout sur la table. Le favoritisme, le prêt, la complaisance, tout. Le dîner a été fixé à un samedi soir dans l'appartement de Mathieu, le modeste 2 pièces où il avait emménagé après la séparation. On était loin de la maison de 4 chambres avec sous-sol aménagé. Mais Mathieu avait réussi à en faire un vrai foyer. Il avait accroché des photos des enfants, aménagé un petit coin lecture, et acheté un tapis qui n'allait avec rien, mais qui fonctionnait quand même. Je respectais le fait qu'il se reconstruisait, tout comme moi. Mathieu a préparé des spaghettis, car c'était la seule chose qu'il savait bien cuisiner. Et honnêtement, ces spaghettis n'étaient pas mauvais.
La sauce venait d'un bocal, mais il avait ajouté de l'ail, des flocons de piment rouge et un filet de vin, comme Marion le lui avait appris au téléphone la veille. J'ai apporté une bouteille de vin choisie par Marion, un vin d'un vignoble local qui avait le goût d'un cru 10 fois plus cher. Nous avons mis 3 couverts sur la petite table à manger, et nous avons attendu. Papa est arrivé à 18h30, pile à l'heure, car quoi qu'on puisse dire de Bernard, l'homme était ponctuel. Il est entré, a accroché sa veste au crochet près de la porte, a tourné le coin vers le coin repas, m'a vu assis à la table et s'est figé. « Que fait Romain ici » a-t-il demandé à Mathieu. Pas de « Salut Romain » ou « Ravi de te voir ». Juste une question adressée à Mathieu, comme si je n'étais pas capable de répondre moi-même. Du Bernard tout craché. Mathieu a fermé la porte derrière lui. « Assieds-toi, papa. On doit parler. » Papa m'a regardé, puis Mathieu, puis de nouveau moi. Sa mâchoire s'est légèrement crispée, comme toujours quand il sentait une situation lui échapper. Il a tiré sa chaise lentement, comme un homme à qui l'on venait de dire que le plancher risquait de céder sous son poids. L'expression sur le visage de papa me disait qu'il savait déjà qu'il n'allait pas être question de spaghettis. Papa s'est assis, et pendant un instant, personne n'a rien dit. Les spaghettis fumaient sur la cuisinière, le vin était servi, et nous étions tous les 3 assis ensemble à la même table pour la première fois en 9 mois. Ça aurait dû ressembler à des retrouvailles. Ça ressemblait plutôt à un tribunal. Mathieu a parlé le premier. « Papa, je suis au courant pour les 11 000 € que tu as donnés à Caroline. » Les yeux de papa ont scié une seconde, mais il s'est vite repris. C'était un prêt personnel. Elle m'a dit que c'était pour la cuisine. Il n'y a pas eu de rénovation de cuisine, a dit Mathieu. Tu le sais maintenant, n'est-ce pas? Elle a utilisé cet argent pour meubler l'appartement où elle avait cette relation inappropriée. Et quand je suis venu te voir pour la situation, tu m'as dit de lui pardonner. Papa a bougé sur sa chaise. J'essayais de maintenir la famille unie. Non, ai-je dit. Tu essayais d'éviter de passer pour un idiot. La tête de papa a tourné lentement vers moi. Pardon? Tu as donné 11 000 € à Caroline sans le dire à Mathieu. Quand l'affaire a éclaté, tu as réalisé que si le mariage échouait, ton prêt s'envolait et tu aurais l'air de t'être fait avoir. Alors tu as dit à Mathieu de recoller les morceaux. Ce n'était pas un conseil. C'était pour limiter la casse. Ce n'est pas vrai, a dit papa. Mais sa voix avait ce ton aigu qu'il prend quand il se sait acculé. Je ne l'avais entendu qu'exactement 2 fois dans ma vie. Les 2 fois où maman l'avait surpris dans un mensonge mineur. Ça, ce n'était pas mineur. Mathieu a sorti un dossier. À l'intérieur, il y avait tout ce que nous avions compilé. Les relevés de cartes de crédit montrant les comptes cachés de Caroline. Le bail pour l'appartement. Les SMS entre Caroline et papa au sujet du prêt, y compris un où Caroline le remerciait et ajoutait que Mathieu n'avait pas besoin de le savoir. Mathieu a fait glisser le dossier sur la table. Papa a regardé les papiers. Il ne les a pas pris. Il les a fixés comme s'il s'agissait d'un serpent enroulé prêt à bondir. Tu l'as aidé à me mentir, a dit Mathieu. Sa voix était posée, mais je pouvais voir ses mains trembler. Mon propre père. Je ne savais pas pour la relation inappropriée, a dit papa. Peut-être pas, a dit Mathieu. Mais tu savais que tu me cachais un arrangement financier. Et quand tout a explosé, tu as choisi de te protéger plutôt que de me protéger. Et tu as accusé Romain de tout. Papa m'a regardé de nouveau. Romain n'avait pas à faire ce qu'il a fait à ce dîner. Romain est la seule personne qui m'ait dit la vérité, a dit Mathieu. Et la force derrière ces mots m'a surpris moi-même. La seule. Tu as eu 9 mois pour avouer pour ce prêt, papa. 9 mois. Et tu as passé ce temps à laisser toute la famille croire que Romain était le méchant. La bouche de papa s'est ouverte et refermée. Il a pris son verre de vin, puis l'a reposé sans boire. Il paraissait vieux à ce moment-là. Pas seulement en âge, mais de la manière dont les gens paraissent quand l'échafaudage qu'ils ont bâti autour d'eux commence à céder. Toute ma vie, papa avait entretenu cette image du patriarche, du décideur avisé, de l'homme qui maintenait la cohésion familiale. Et maintenant, ses 2 fils étaient assis en face de lui avec un dossier rempli de preuves montrant qu'il n'avait rien maintenu d'autre que son propre ego. Je ne voulais blesser personne, a-t-il finalement dit. Mais c'est ce que tu as fait, ai-je dit.
tu as blessé Mathieu en mentant. Et tu m'as blessé en passant toute ma vie à me traiter comme si j'étais inférieur, comme si je n'étais qu'un bruit de fond dans le grand spectacle de Mathieu. Ce n'est pas juste, a dit papa. C'est complètement juste, ai-je répondu. 6 minutes, papa. Tu t'es levé à mon dîner d'anniversaire et tu as passé 6 minutes à parler de la promotion de Mathieu, de sa maison, de sa famille, de ses projets de vacances. Et puis tu m'as regardé, moi dont c'était pourtant l'anniversaire, et tu m'as dit 4 mots. Et joyeux anniversaire, mon grand, comme si j'étais une arrière-pensée, comme je l'ai toujours été. Tu n'as jamais été une arrière-pensée, a dit papa. Et pendant une seconde, j'ai voulu le croire. Mais ensuite, il a ajouté, je pensais juste que tu n'avais pas besoin du même genre d'attention. Tu t'en sortais toujours bien tout seul. Je n'allais pas bien, ai-je dit. J'étais invisible. Il y a une différence, et tu n'as jamais pris la peine de chercher laquelle. La pièce était silencieuse. Mathieu observait papa avec une expression que je ne lui avais jamais vue. De la tristesse mêlée à quelque chose de plus dur. De la reconnaissance, peut-être, comme s'il voyait l'homme que j'avais toujours vu, mais pour la toute première fois. Je veux réparer ça, a dit papa. Sa voix était plus faible maintenant. Pas brisée, mais diminuée. Je sais que j'ai fait des erreurs. Alors dis-le, ai-je dit. Dis quelle était l'erreur, précisément. Pas, j'ai fait des erreurs. Que as-tu fait? Il a regardé la table pendant un long moment. Puis il a levé les yeux vers moi, et ils étaient mouillés. J'ai favorisé Mathieu, a-t-il dit. Je lui ai donné plus de tout, plus d'attention, plus d'argent, plus de louanges, et je me disais que c'était parce qu'il en avait plus besoin. Mais la vérité, c'est que je le comprenais mieux. Il me ressemblait, et tu ressemblais à ta mère. Et après sa mort? Je ne savais pas quoi faire de ça. Alors je m'en suis éloigné. Je suis resté assis là et j'ai laissé ces mots m'envahir. Tu ressemblais à ta mère. Je ne l'avais jamais entendu dire ça auparavant. Maman était calme, posée, observatrice. C'était elle qui venait à mes expositions et qui écoutait mes explications sur le fonctionnement des circuits. C'était elle qui laissait des mots dans ma boîte à lunch et qui se souvenait que j'aimais le gâteau au chocolat avec le glaçage à la vanille. Elle me voyait. Et quand elle est partie, la seule personne dans cette famille qui savait comment me voir est partie aussi. Ce n'est pas une excuse, a poursuivi papa. Je sais que ça n'en est pas une, mais c'est la raison. Et je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir fait te sentir invisible, Romain. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. Je n'ai pas pleuré. J'y étais presque, mais je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête et j'ai dit, merci. Mathieu a tendu le bras et a posé sa main sur mon épaule. Papa s'est essuyé les yeux avec le dos de la main et a fixé le dossier sur la table comme s'il contenait toutes les fautes qu'il avait commises. Nous sommes restés dans cette cuisine pendant encore 2 heures. Nous avons mangé les spaghettis, qui avaient un peu refroidi mais qui étaient toujours bons. Nous avons parlé de maman, des années que nous avions perdues, de ce à quoi ressemblerait réellement la prise de responsabilité à l'avenir. Papa a accepté de se rembourser les 11 000 € en les déduisant de la part d'héritage qu'il avait prévue pour Mathieu, rééquilibrant ainsi les choses entre nous. Mathieu n'a pas protesté. La lettre d'Antoine à l'avocat de Caroline a fait son effet, et l'accord de divorce a pris en compte les dettes cachées. Elle a obtenu moins que ce qu'elle espérait, et Mathieu a obtenu la garde principale des enfants. C'était il y a 8 mois. Aujourd'hui, mon entreprise compte 12 employés et 2 projets commerciaux en cours. Marion termine son doctorat en pratique infirmière avancée et trouve quand même le temps de garder notre jardin digne d'un magazine. Moka est toujours le meilleur chien de toute la région lyonnaise, bien qu'il ait développé l'habitude de voler des chaussettes, ce que nous choisissons de trouver attachant plutôt que destructeur. Mathieu et moi nous parlons toutes les semaines maintenant. Parfois de choses sérieuses, parfois de rien. Dimanche dernier, il m'a appelé pour débattre de la question de savoir si un hot-dog est un sandwich. C'en est un, soit dit en passant, et je suis prêt à mourir pour défendre cette idée. Il sort avec quelqu'un de nouveau, une femme nommée Aline qui enseigne en CE2 et qui rit à ses blagues nulles. Et je suis prudemment optimiste. Papa et moi, c'est un travail en cours. Il vient dîner 1 fois par mois. Il fait des efforts. Il s'est souvenu de mon anniversaire cette année et m'a appelé à la 1re heure le matin. Il a utilisé mon vrai prénom.
Il n'a pas mentionné Mathieu une seule fois. C'est un petit détail, mais pour un type qui a passé 34 ans à s'entendre appeler « mon grand », entendre mon père dire « joyeux anniversaire », Romain, m'a donné l'impression que le monde entier s'était un peu réaligné. Je ne suis plus en colère. Je ne suis plus invisible. Je suis juste Romain. Commentaire, je tiens à partager avec vous à quel point cette histoire m'a fait prendre conscience de l'importance de l'estime de soi. Quand on apprend à poser des limites claires, on se respecte enfin et on invite les autres à nous respecter aussi. La gentillesse envers soi-même n'est pas un luxe, elle devient la base pour guérir vraiment. J'ai vu comment la responsabilité personnelle peut transformer des relations blessées en quelque chose de plus vrai. Choisir la paix plutôt que de rester prisonnier du conflit est une force discrète mais immense. Je vous invite à prendre un instant pour réfléchir à vos propres limites dans votre vie quotidienne. La guérison commence quand on arrête d'attendre que les autres changent et qu'on commence à se changer soi-même. C'est beau de constater que la vérité dite avec courage peut ouvrir la voie à des liens plus authentiques. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ces réflexions vous donneront l'élan de vivre avec plus de courage et de sérénité. On avance ensemble, pas à pas, vers une version de nous-mêmes plus libre et plus légère. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.